On en parle d'ailleurs de rendez-vous électoral sur LCI avec ce midi François Asselineau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc président de l'UPR, candidat bien sûr à l'élection présidentielle. Alors Emmanuel Macron ce matin était au salon de l'agriculture. Il a déclaré que la guerre pouvait durer et que ça allait avoir un impact sur nos vies. Qu'en pensez-vous? Il a raison. Il a raison, parce que ce que l'on peut craindre de cette situation, c'est qu'on ait un renchérissement considérable de l'énergie. Et vous savez que l'énergie influe sur beaucoup de choses, notamment sur les produits agricoles. Donc on va avoir également des contre-sanctions venant de la Russie. Et ce que je crains, c'est que dans les semaines, les mois qui viennent, on assiste à une inflation qui d'ailleurs déjà redémarre, mais on assiste aussi à une envolée des prix et de l'énergie et des matières premières comme le blé par exemple, ce qui pourrait signifier pour les ménages français, notamment les plus modestes, d'avoir des vraies difficultés à boucler les fins de mois. Comment aujourd'hui, est-ce que d'après vous, il est possible de stopper Vladimir Poutine par la diplomatie? Écoutez, moi, vous le savez sans doute, j'ai une vision quand même un petit peu différente de ce que l'on entend, parce que moi, ce que je crains, c'est qu'on ne se retrouve non pas en 1939, comme on le dit, mais en 1914. C'est-à-dire les jeux d'alliances automatiques qui nous entraînent vers des conflits qu'on n'avait pas souhaités au départ. Bon, il me semble que dans une situation comme celle-ci, la première chose, c'est de garder ses nerfs, d'être très calme et de regarder ce qui s'est passé. Ce que je note, en tout cas, c'est qu'on parle beaucoup de Poutine qui serait... Et je le condamne, hein. D'abord, premièrement, je condamne l'intervention parce qu'il a violé le droit international public. Donc ça, je pense que tout le monde doit le condamner. Ça, c'est une chose qui est certaine. Mais ça n'est pas sorti d'un chapeau non plus. Je voudrais rappeler ici, notamment pour tous les gens qui m'écoutent, ce qui s'est passé en 1962, lorsque les Soviétiques ont commencé à installer des missiles à Cuba. On aurait pu dire Cuba est un pays indépendant, souverain, c'est tout à fait normal. Oui, sauf que Kennedy a dit non. Soit vous enlevez les missiles de Cuba, soit c'est la guerre nucléaire. Et les Soviétiques ont fait machine arrière. Eh bien là, c'est la même chose. En réalité, il s'est passé, après l'effondrement du camp socialiste, il s'est passé des fausses promesses qui ont été tenues par le président George Bush père à Mikhaïl Gorbatchev. C'est d'ailleurs ressorti récemment encore dans le magazine Der Spiegel, il y a 2-3 jours, ils ont ressorti des archives. Ça n'a pas donné lieu à un traité, mais ça a donné lieu à un accord. Comme quoi l'OTAN n'engrangerait pas les victoires, ne ferait pas entrer les pays de l'Est. Il n'y a rien véritablement de signé, hein. Il n'y a pas de document. Pas d'accord. D'accord, mais ça n'a pas... Une déclaration de M. Baker, qui était secrétaire d'État. Non, écoutez, les spécialistes sont les bienvenus. C'est ce que vous cherchez comme mot. Voilà. Disent des choses différentes sur la question. De toute façon, qu'il y ait eu un accord ou pas d'accord, peu importe. Comme disait Charles de Gaulle, la politique, c'est l'art des réalités. Il se trouve que la Russie était extrêmement affaiblie, l'Union soviétique était extrêmement affaiblie dans les années 1991 jusqu'à 2000, et donc elle a accepté ce que jamais auparavant l'URSS n'aurait accepté, c'est-à-dire que tous les pays de l'Est sont entrés d'abord dans l'OTAN, puis dans l'Union européenne, comme l'avaient demandé d'ailleurs les États-Unis, notamment le président George W. Bush, lors de sa tournée en Europe de l'Est en juin 2001, et son fameux discours à l'université de Varsovie. Donc, les Américains ont marqué un coup extraordinaire qui a fait dire d'ailleurs à Vladimir Poutine que c'était la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle, cet effondrement de l'URSS, son morcellement de l'ancien empire des Tsars. Et il restait deux pays, en fait, qui n'étaient pas encore tombés dans l'escarcelle de l'OTAN, c'est la Biélorussie et c'est l'Ukraine. Et on voit bien que depuis lors, il y a des manœuvres de déstabilisation de ces deux pays. Quand je dis ça, je ne dis pas que je soutiens le régime de Minsk ou le régime de Kiev. C'est un fait. C'est un fait que nous avons affaire à une immense puissance qui, notamment avec ses derniers missiles RS-28, est capable d'envoyer un missile avec 10 000 km de rayon d'action, 12 têtes nucléaires, et de raser, en plus un missile furtif que nos radars ne peuvent pas repérer, est capable de raser la France en quelques secondes. On parle de ça. Donc face à ça, si vous voulez, on doit faire preuve d'une certaine prudence minimum. Mais une chose tout de même, il y a aussi un accord qui s'appelle les mémorandums de Budapest, qui définit tout de même aujourd'hui l'Ukraine, les frontières de l'Ukraine, qui a été signé même par la Russie, et qu'aujourd'hui il est violé. Oui, mais écoutez. Vous aurez beau dire tout ceci, il se trouve qu'il y a des faits d'armes. Ça, c'est un fait, c'est signé. Oui, bien sûr. Parce que ce dont vous me parlez d'extension de l'OTAN, il n'y a pas de papier qui le prouve. Non, mais d'accord. Et le Kosovo. Oui. Et lorsqu'il y a eu l'indépendance du Kosovo, et lorsque les États-Unis sont intervenus militairement en Irak et en Syrie, et lorsque l'Occident est intervenu en Libye, et oui, c'était quoi? C'était exactement la même chose. C'était des violations
du droit international, dans tous les cas. Donc lorsque l'on voit, par exemple, l'intervention en Irak, je suis désolé, c'est une intervention qui est contraire au droit international, que j'ai d'ailleurs condamné à l'époque, comme je condamne aussi l'intervention actuellement en Ukraine. Gilles Montré, vous voulez poser une question à François Asselineau? Non, répondre à M. Asselineau, parce que c'est un discours qu'on a entendu aussi de la part de M. Zemmour, de la part de Mme Le Pen, qui est de dire « mais dans le fond, les Russes ont leur bon droit parce qu'on est en train de leur agiter des missiles nucléaires sous leurs yeux en Ukraine ». Je veux dire d'abord que dans les demandes qu'a faites la Russie, vous savez que déposées auprès des États-Unis, il ne s'agissait pas du tout que de l'Ukraine, il s'agissait également de retirer tous les bataillons conjoints de l'OTAN de l'ensemble des pays qui étaient arrivés après 1997, donc tous les pays de l'Est, et c'était de demander que les Américains retirent tous leurs accords de coopération nucléaire avec l'OTAN. Vous savez, la compatibilité entre les avions OTAN et les missiles nucléaires. Et deuxièmement, vous n'avez pas échappé que depuis 24 heures, l'Ukraine redemande à parler à la Russie de non-alignement. Et que la réponse de Moscou, c'est de dire « Ah ben c'est trop tard, il fallait le dire avant, vous nous mentez, il n'en est plus question ». Donc on voit bien qu'il y a beaucoup de prétextes qui ont été mis derrière, et que se draper derrière la seule question qui, par ailleurs, pose la question de l'architecture et de la sécurité en Europe, voilà, qui est beaucoup plus large, mais qui, aujourd'hui, au moment où les chars russes sont en Ukraine, me paraît singulièrement conceptuel. Voilà. Oui, mais c'est pas du conceptuel, parce que moi, il y a quelque chose que je trouve extraordinairement triste. C'est d'avoir fait croire aux Ukrainiens que les pays de l'OTAN allaient les sauver. Voilà. Vous avez vu ce qu'a dit le président ukrainien, là, avant-hier? Ah non, le président, laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Le président ukrainien. L'OTAN ne peut descendre que ses membres, cher monsieur. L'OTAN ne peut Est-ce que je peux parler ou Alors, pas? allez-y. Le président ukrainien a demandé il faut venir nous aider en Ukraine, se battre en Ukraine, c'est ça qu'ils veulent. Et M. Macron, il répond quoi? Il dit qu'il envoie des soldats en Estonie, en Roumanie, c'est-à-dire dans des pays de l'OTAN. Oui. Ça veut dire qu'en fait, nous, on a Madame Hidalgo qui fait du bleu et jaune sur l'hôtel de ville de Paris. Madame Aubry qui, à Lille, change le nom de Kharkov en Kharkiv. Et Monsieur Édouard Philippe qui met du bleu et du jaune sur l'hôtel de ville du Havre. Mais concrètement, on fait quoi? Et d'ailleurs, j'aimerais savoir, est-ce que vous êtes prêts, vous, à aller vous battre? On vous suit, monsieur. Non, mais est-ce que vous êtes prêt à aller vous battre? On vous suit, monsieur. Alors, voilà ce que je dis, c'est que dans ce genre de situation, ou alors on a un propos de café du commerce, ou alors on est un homme d'État. Et un homme d'État, c'est quoi? C'est quelqu'un qui doit faire revenir sur une table de négociation toutes les parties. Notez bien d'ailleurs que c'est exactement la position du gouvernement chinois, du gouvernement indien, du gouvernement brésilien, du gouvernement sud-africain. C'est-à-dire, vous avez quand même plus de la moitié de la population de la planète qui a refusé de condamner, ou qui a condamné du bout des lèvres Poutine, mais qui surtout veut qu'il y ait une renégociation. On oublie quand même aussi de préciser ce qui s'est passé quant aux atteintes sur les civils vis-à-vis des républiques de l'Ukraine de l'Est. François Asselineau, on va aller rejoindre Mathieu Karman. Et après, je vous laisse la parole. On va juste aller rejoindre Mathieu Karman, qui est devant l'Élysée, qui suit bien sûr pour nous. Et aujourd'hui, Mathieu, il va y avoir un conseil de défense, c'est ça, à 17h. Hein. Absolument, Conseil de défense et de sécurité nationale convoqué par le président de la République à 17h ici au palais de l'Élysée. Alors plusieurs points sont à l'ordre du jour. D'abord évidemment un point sera fait sur la situation actuelle en Ukraine et à Kiev et alors que les bombardements se sont accélérés ces dernières heures. Un autre point également sera fait sur les sanctions apportées à la Russie. Ils vont voir s'il faut durcir ces sanctions ou non. Et puis également un dernier point sera fait sur l'acheminement des armes apportées par la France à l'Ukraine. Une initiative saluée ce matin sur les réseaux sociaux par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Emmanuel Macron qui poursuit ses consultations. Il s'est donc entretenu 3 fois en moins de 24 heures avec le président ukrainien. La dernière fois, c'était ce matin. Emmanuel Macron qui s'est également entretenu au téléphone avec les présidents moldaves et géorgiens. L'occasion d'apporter le soutien de la France à ces deux pays qui ont respectivement des frontières, l'un avec l'Ukraine, l'autre avec la Russie. Agenda totalement bouleversé donc pour le président de la République Emmanuel Macron qui a inauguré ce matin le salon international de l'agriculture, visite de moins de 2 heures, mais l'occasion pour Emmanuel Macron d'expliquer que cette guerre pourrait durer dans le temps. 3e Conseil de défense et de sécurité nationale en moins d'une semaine pour le chef de l'État et les membres du gouvernement. Le dernier c'était jeudi dernier, il s'était tenu dans le bunker de l'Élysée.
Merci beaucoup Mathieu Karman. Vous étiez en direct de l'Élysée. Alors vous le disiez, un agenda totalement bouleversé, même pour les candidats. Nous en avons un en plateau, c'est François Asselineau. Arlette Chabot, vous vouliez d'ailleurs poser une question. Oui, pour que les choses soient précises. Vous avez parlé tout à l'heure d'opérations de déstabilisation visant la Biélorussie et l'Ukraine, candidats potentiels à l'adhésion à l'OTAN. Qui est responsable de ces opérations de déstabilisation ? Écoutez, c'est l'OTAN, c'est l'Union européenne. Ce sont les liens qu'il y a, par exemple, le maire de Kiev, M. Vitali Klitschko, est quelqu'un qui a eu des liens avérés avec la pègre, mais aussi avec le Parti républicain américain. Tout le monde le sait. Donc on sait que ce sont des... De toute façon, je vais vous dire, vous le savez sans doute, mais les auditeurs ne le savent peut-être pas. Non, Vitali Klitschko, qui est le maire de Kiev. Kiev. Voilà. D'accord. En fait, on assiste à quoi ? On assiste d'une part à une guerre civile. Parce que les frontières de l'Ukraine ont été définies par Staline dans les années 20 et comportent une partie à l'est qui sont des russophones, donc on a un même peuple mais qui ne s'entend pas. Et on assiste par ailleurs à une guerre géopolitique. Voilà. Et donc il faut essayer de faire entendre raison face à ça et arrêter d'aller essayer de chatouiller l'ours russe. Parce que vous parlez des sanctions d'ailleurs. Oui. Bon. Les grosses sanctions qui auraient pu être faites contre la Russie, c'est le pétrole, le gaz, le réseau SWIFT. L'Union européenne a dit non. Pourquoi ? Parce que l'Allemagne a dit non. Pas sur le SWIFT. Il n'a pas dit non totalement. C'est les Allemands pour l'instant. Non, mais c'est en français. Attendez. L'Allemagne, l'autre. Que la Russie soit exclue de SWIFT. L'Allemagne, l'Autriche et l'Italie ont dit. Non, l'Italie a dit oui. Elle vient de rejoindre à l'instant. L'Allemagne, en tout cas, et l'Autriche ont dit qu'ils refusaient d'exclure la Russie du réseau SWIFT. Et d'ailleurs, oui, pour le moment. Et d'ailleurs, même si on. D'accord. Mais si la Russie était sortie du réseau SWIFT, ils ont d'autres systèmes qu'ils ont mis au point. Vous voulez vraiment pousser la Russie dans les bras de Pékin ? Vous voulez vraiment qu'on ait 3 000... Leur pire ennemi, le grand ennemi fondamental de la Russie, c'est bien sûr l'Asie. Que pèsent 144 millions de Russes contre 1,4 milliard Chinois ? Écoutez... Que pèsent 15 millions de kilomètres carrés contre l'Empire chinois ? C'est là le problème. 60% de la population russe vit à moins de 2000 kilomètres de la frontière ouest de l'Ukraine, justement. Donc, la géographie humaine russe est entièrement occidentale. La fable de l'Asie, c'est juste pour contrer la perspective européenne. Ça, c'est votre point de vue, c'est votre analyse, qui est d'ailleurs fondée, si j'ai bien compris, sur le péril jaune. Ça nous ramène des décennies en arrière. Non, en réalité, la vérité, c'est qu'il y a un rapprochement considérable entre Moscou et Pékin, et que plus l'Europe va être le supplétif des États-Unis dans cette guerre, et moins ce sera positif pour nous. Je voudrais dire quelque chose qui me paraît vraiment important et qui, si vous voulez bien, devrait être mis à la hauteur de vue d'une élection présidentielle. Parce qu'il y a au moins quelque chose de positif dans ce qui se passe en ce moment, c'est que l'élection présidentielle qui s'enlisait dans des débats de seconde zone, maintenant se prend qu'est-ce que c'est qu'un président de la République ? Un président de la République, c'est quelqu'un qui a la hauteur de vue nécessaire et qui voit loin. Vous savez ce qui est en train de se passer ? La France, en s'enfermant dans l'Union européenne et dans l'OTAN, s'enferme avec les pays riches qui n'ont aucune matière première, notamment énergétique. En particulier, les États-Unis ont des matières énergétiques, mais ils le réservent en matière stratégique. Alors, ce qu'ils veulent bien faire, c'est de la fragmentation de gaz de schiste extrêmement polluante pour essayer de remplacer les approvisionnements de gaz de l'Allemagne par la Russie. Mais ça veut dire quoi sur 10 ans, 15 ans, 20 ans ? Dans cette lutte d'appropriation des richesses énergétiques. Ça veut dire que la France... Ça veut dire... nucléaire... Attendez, laissez-moi parler. Vous avez une fâcheuse tendance quand même à m'interrompre. Attendez, l'avenir n'est pas au fossile, monsieur. L'avenir n'est pas à l'énergie fossile. On va terminer. Écoutez, excusez-moi de poursuivre mon raisonnement. La France risque d'être entraînée dans un club de puissances belliqueuses qui n'ont plus accès à des matières énergétiques et qui veulent essayer de se les approprier par la violence, en Russie ou en Chine. Notre intérêt à nous, c'est quoi ? C'est au contraire d'avoir des liens... Excusez-moi, mais comment ça part par la violence en Russie, l'Europe ? Je ne comprends pas. Parce que, par exemple, il s'agit là, en l'espèce, de couper en fait les liens entre toute l'Europe et la Russie. Vous savez, ça n'est pas uniquement une question c'est pas une question de gaz uniquement. C'est que les États-Unis veulent en fait qu'il n'y ait pas de relation entre le monde russe et l'Europe. De la même façon que tout est fait, il y a une conséquence peut-être qui va arriver, c'est sur la Chine. Il se trouve que la Chine, vous l'avez vu, ils viennent de faire un progrès extraordinaire sur la fusion nucléaire qui va vous plaire. Eh bien, ils ont réussi à faire un nouveau soleil de 170 millions de degrés pendant 15 minutes.
Nous, on a traditionnellement d'excellentes relations en matière gazière et d'hydrocarbures avec les Russes et en matière nucléaire avec la Chine. Ça nous avait été légué par De Gaulle, par Pompidou et par Giscard. On est en train de se couper de ces excellentes relations, justement pour des raisons géopolitiques, et nous risquons donc de nous retrouver dans le club des pays qui seront obligés de faire des guerres pour s'approprier l'énergie. Une chose, puisqu'il nous reste peu de temps, François Asselineau, vous êtes candidat donc à l'élection présidentielle. Sur les parrainages, la clôture, c'est la semaine prochaine. Pour l'instant, selon le dernier pointage du Conseil constitutionnel, vous avez 247 parrainages. Il en faut 500. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez pouvoir obtenir 500 parrainages, enfin près de 500 parrainages, un peu plus, le double en fait. Voilà, le double dans une semaine. Nous faisons tout pour, et que je ne suis pas seul. On a des dizaines et des dizaines et des dizaines de militants qui essayent de les avoir. Ce que je note en tout cas, c'est que M. Bayrou a annoncé publiquement que désormais il avait suffisamment de parrainage pour être certain, pour assurer devant la France entière que Mme Le Pen, M. Mélenchon et M. Zemmour auront leur parrainage. Bon, comme M. Dupont-Aignan a dit qu'il en avait lui-même, je crois, quelque chose comme 490, il est assuré de l'avoir. Le résultat, c'est donc que nous allons voir les maires et on leur dit, ben voilà, parmi les candidats qui ont dépassé les 200 parrainages, il n'y en a plus que 2. C'est-à-dire Poutou, qui en a 243, je crois, et moi-même, 247. Nous sommes tous les deux des anciens candidats à l'élection présidentielle, donc on dit aux maires, si vous voulez que votre parrainage soit utile, et je lance ici un appel aux maires, eh bien, parrainez-moi. Et je pense que ça serait d'autant plus important de me parrainer, moi, que comme vous le savez, peut-être qu'ici tout le monde n'est pas d'accord, j'imagine, mais je propose depuis 15 ans que la France se sorte de l'Union européenne bien sûr, c'est votre grande idée. Et de l'OTAN, notamment parce que ça fait 15 ans que je dis que nous risquons d'être entraînés contre la volonté du peuple français dans des guerres terribles, notamment contre la Russie. Eh bien, moi, je suis quelqu'un qui cherche la paix et j'estime que nous devons nous échapper de ces conglomérats qui nous entraînent vers la guerre. C'est comme ça qu'avait commencé la guerre de 14. C'était par des alliances automatiques. Juste si je peux parler de c'est une parrainage. opération de paix, que mène Poutine en ce moment en Ukraine, selon vous. C'est une opération de paix que mène Vladimir Poutine. Non, c'est pas une opération de paix. Non, mais je pose la question parce que je crois qu'il y a beaucoup de choses à éclaircir dans ce que vous avez dit. Non, c'est extrêmement clair. Mais vous savez, je vais vous dire quelque chose. Juste question. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Ce que j'observe, c'est que ce sont des opérations de terrain, c'est-à-dire qu'il envoie en fait l'infanterie, qui est beaucoup plus prudente vis-à-vis des populations civiles. Ça n'est pas que lorsque les Américains, eux, font du carpet bombing et bombardent. On a vu, j'aurais aimé qu'il y ait les mêmes protestations. J'aurais aimé qu'il y ait les mêmes protestations face aux millions de civils qui sont morts avec les guerres d'Obama, notamment. Très bien. Bon, en tout cas, d'accord avec François Asselineau sur deux points. Ça doit juste se terminer, Gilles Montré. Je suis désolé, voilà. parce que vous savez... Mais je suis aussi président d'une association qui s'appelle Electis, et on aide Vic en Bigorre, qui est une ville dans le sud-ouest de la France. En ce moment, ce week-end, le maire a décidé que son parrainage serait soumis à la population. Donc peut-être que ça sera... Très bien, c'est à noter. En tout cas, merci beaucoup François Asselineau d'être venu sur LCI. L'édition spéciale sur la situation en Ukraine continue dans un instant sur LCI. Bon, vous avez compris, Asselineau 2022, c'est parti. C'est le moment de se mobiliser plus que jamais. Pour les parrainages, on en a beaucoup de promesses, il faut en avoir encore plus. Et aussi pour le nerf de la guerre, c'est-à-dire le financement de la campagne. Vous savez que nous avons 0 € d'endettement. Nous comptons rester avec 0 € d'endettement. Donc il vous appartient de participer. On a besoin d'argent, je le dis carrément comme tout le monde. On a besoin d'argent pour financer l'élection présidentielle et pour financer les élections législatives. Voilà, on a mis un compteur, maintenant c'est à vous de jouer. Vous savez que vos sommes sont déductibles à 2/3 de l'impôt sur le revenu que vous acquittez si vous en payez un. Merci d'y songer, il s'agit de la France. À bientôt.